Je suis avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Il a plusieurs cordes à son arc, auteur, formateur, conférencier et gardien de l'humanité. J'aimerais aussi aller au-delà des étiquettes. Quand on est un chercheur de vérité, on contribue donc à éveiller les consciences. On doit souvent traverser ce mur de feu. J'ai eu cette sensation que quand on est face à des attaques et qu'on a une adversité importante, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se dit « Yes, je suis en train de déranger ». Non. Je dirais que quand on se fait attaquer, quand je me suis fait attaquer, et ça fait pas mal d'années que je me fais attaquer pour mes prises de position, je n'ai jamais eu la satisfaction dans le sens de « yes, je dérange ». Parce que de toute façon, moi j'essaye de porter une parole qui est la plus proche possible d'idées et de pratiques qui soient respectueuses du vivant, respectueuses de l'être humain, peu importe la réaction des personnes que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que ce qui me permet d'encaisser ces attaques, ces coups, c'est simplement le fait que j'ai appris à travers ma carrière à ne plus attendre le résultat. C'est-à-dire que je suis tout à fait centré sur ce qui est 100% sous mon contrôle. Ce qui est 100% sous mon contrôle, c'est de parler. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de parler. Ce qui est 0% sous mon contrôle, c'est la manière dont ma parole va être reçue. Alors, parfois, je suis devant un public bienveillant qui me font une standing ovation, mais ça ne change rien dans mon évaluation de est-ce que j'ai bien parlé ou pas. Je vais évaluer si par rapport à mes propres critères, j'ai délivré le message que je voulais délivrer. Et donc, si j'ai un public hostile, si j'ai des journalistes hostiles, ben pour moi, ça ne change rien de nouveau à l'auto-évaluation que je fais de la parole que j'ai portée. Donc, dans un cas comme dans l'autre, qu'on m'applaudisse ou qu'on me dénigre, ma seule satisfaction, c'est est-ce que ce que j'ai dit correspond vraiment à ce que j'avais l'intention de dire au départ ? Jean-Jacques, vous êtes également une référence quand les personnes nous interrogent pour dire « mais où as-tu entendu cette voix dissidente ?» Pour ma part, j'ai cité tes vidéos. Oui. Si on nous écoutait aujourd'hui, en 2-3 minutes, quel serait le discours qu'on pourrait tenir aujourd'hui pour une personne qui se dit « tiens, est-ce qu'il se passe quelque chose de curieux, de bizarre ? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ?» Pour quelqu'un de complètement novice, qu'est-ce que vous pourriez lui dire s'il vous découvrait maintenant ? Donc par rapport à la situation qu'on vit, j'imagine. Par rapport à la situation que l'on vit, oui. Bon, ce qui est sûr, c'est que donc dans mon métier, professionnellement, je suis formateur, comme vous l'avez rappelé en introduction, et dans les séminaires de formation, dans la gestion des relations, dans la gestion de la dynamique relationnelle, j'ai toujours enseigné à mes participants. J'ai fait beaucoup d'interventions en entreprise, j'ai fait aussi beaucoup d'interventions auprès du grand public, et ce que je dis toujours, c'est que si on veut faire évoluer quelqu'un dans sa réflexion, la meilleure stratégie, c'est de lui poser des questions pour le faire réfléchir. Et c'est aussi un grand principe de pédagogie, puisque en plus d'avoir une formation en physique quantique et une formation en philosophie, j'ai aussi une formation en pédagogie. J'ai été chercheur en pédagogie pendant 2 ans à l'université. Ce dont je m'étais rendu compte dans mon parcours en pédagogie, c'est que lorsqu'on assène un discours à quelqu'un, on ne crée absolument aucun nouveau chemin neuronal dans son cerveau. On ne fait que renforcer nos propres connexions neuronales. Et si on veut vraiment que la personne ait des nouvelles connexions neuronales et des connexions synaptiques dans son cerveau, il faut la mettre en action. Et la première action, c'est de parler, de faire parler l'autre. Donc plutôt que de dire « ouais, mais vous savez, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a une censure. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a eu un discours dans un seul sens. Ce qui n'est pas normal, c'est que les compagnies pharmaceutiques n'ont pas délivré le contenu des vaccins, etc., etc. » Ce qui fait que je ne fais que renforcer mes propres connexions synaptiques, mais absolument rien dans le cerveau de l'autre. Donc je vais plutôt m'y prendre en disant « comment vous interprétez, vous, chère madame, cher monsieur, qui ne vous êtes pas intéressé jusqu'à présent de ce qui se passait, comment est-ce que vous interprétez ce fait qu'à la télévision, on n'a jamais entendu que les voix qui étaient favorables au discours de l'OMS, au discours du gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez du fait que toutes les voix dissidentes ont été censurées sur YouTube, censurées sur Facebook, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un gouvernement décrète ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité?
qu'est-ce que le débat scientifique pour vous? Qu'est-ce que la science pour vous? C'est-à-dire d'amener les personnes à réfléchir, et à partir du moment où on commence à faire parler la personne, c'est là qu'elle se trouve confrontée à ses propres contradictions. Et là, on la remet dans un chemin d'autonomisation dans sa propre pensée. C'est ce que Socrate, le philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ, pratiquait dans sa méthode maïotique. La maïotique en grec, ça veut dire l'art de faire accoucher. Quand les gens venaient trouver Socrate en disant « Socrate, j'ai des problèmes avec ma femme, est-ce que je dois la quitter, est-ce que je dois la lapider, est-ce que je dois la renier, la répudier, etc. » Mais c'était vraiment le genre de questions qui étaient posées parfois à Socrate. Socrate ne répondait jamais. Mais il disait, ok, prenons l'hypothèse, tu répudies ta femme, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu gardes ta femme, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Est-ce qu'il y a une autre solution que tu pourrais envisager? Comment est-ce que tu pourrais sortir? Et donc, il forçait les gens à trouver, à accoucher finalement de la solution qu'ils portaient déjà inconsciemment en eux-mêmes, mais ils avaient besoin d'un accoucheur pour y arriver. Et je pense que cette méthode, et d'ailleurs en tant que formateur, moi je me suis toujours présenté comme formateur-accoucheur. Je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas quelqu'un, bon, sauf quand je donne des conférences évidemment, mais sinon, habituellement, dans un séminaire de formation, je ne déballe pas la théorie. Je fais faire des exercices aux personnes et puis je les interroge en disant « Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Quel lien tu fais entre ta vie et ce que tu viens de vivre là dans cet exercice ?» Et là, ça commence à faire des connexions dans son propre cerveau et c'est là que ça met la personne en situation d'autonomie. Alors on entend Jean-Jacques Rêvecoeur, vous êtes un passionné du cerveau humain, de l'humanité avec un grand H. Oui. Quelles ont été les plus grandes émotions, les plus grandes joies, surprises ou étonnements que vous avez eues dans cette exploration ? Ça, c'est une question très large, parce que bon, j'ai quand même 34 ans de carrière dans le monde de la formation. Je dirais que pour moi, les plus belles émotions, c'est lorsque je recroise par hasard des participants qui ont participé à mes séminaires il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui me disent « Tu sais Jean-Jacques, j'ai fait une centaine de séminaires avec plein de personnes, mais un des rares séminaires que je mets encore en application aujourd'hui dans ma vie, c'est ce que j'ai fait avec toi en 1991, en 1995, etc. Oui. Alors qu'on est en 2020, 2021, 2023. Pour moi, c'est mon vrai salaire. Bon, alors évidemment, j'ai une entreprise, j'ai du personnel, et il faut que tout ce monde soit payé. On a quand même des frais fixes assez importants. Mais pour moi, c'est ça ma meilleure récompense, c'est de voir finalement que les gens n'ont pas fait une dépense en formation, mais ils ont fait un investissement avec un retour sur investissement d'une durée extrêmement longue. Pour moi, c'est précieux. En fait, vous avez pris des honoraires et vous en êtes honoré. Oui, on pourrait dire ça comme ça, effectivement. Ouais. Quels sont aujourd'hui vos grands projets ? Eh bien, mes grands projets, c'est que je me remets à l'écriture. Et ça, c'est quelque chose qui a été déclenché par mon combat contre cette propagande Covid-19, puisque mon métier n'est pas d'être lanceur d'alerte, mon métier n'est pas d'alerter la population sur tous les coups fourrés, tous les coups d'État qui sont perpétrés par l'élite mondiale. Moi, mon métier, c'est de faire évoluer les gens vers leur autonomie, justement. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la manière de rejoindre maintenant le public qui n'a pas accroché avec les discours qu'on qualifie très facilement de conspirationnistes. Parce qu'il y a une partie de la population qui a embarqué et qui a dit oui, il y a quelque chose qui n'est pas normal et eux, j'ai plus besoin de m'adresser à eux. Par contre, il y a toute une partie de la population qui, jusqu'à présent, a refusé d'aller s'informer de façon alternative, mais qui ne fera pas nécessairement l'effort d'écouter des émissions de 1 heure ou 2 heures, comme c'était le cas quand on faisait l'info en question, quand je faisais mes conversations du lundi qui duraient très souvent pendant 1 heure. Ces gens-là, il faut trouver une autre façon de s'adresser à eux, mais de façon beaucoup plus condensée au départ, pour leur donner
a little taste, un petit avant-goût, un peu comme un amuse-gueule au début d'un repas gastronomique. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de préparer des capsules pédagogiques extrêmement courtes de 3 à 5 minutes où on va utiliser du dessin d'animation aussi. Donc, ça, c'est un de mes projets. L'autre projet, c'est que je suis en train de préparer une collection de livres qui va s'appeler Déchirer les voiles. Donc, déchirer les voiles des pandémies, déchirer les voiles du réchauffement climatique, déchirer les voiles de la corruption, déchirer les voiles de l'ingénierie sociale, etc. Donc ça va être une collection. Et puis, je vais me mettre à faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est-à-dire je vais me mettre à écrire des romans, parce que je me suis dit que le roman est un mode littéraire qui peut toucher un très très large public et à travers des histoires de fiction, éveiller les consciences des gens sur la réalité du monde. Donc en fait, dans mes romans, on va retrouver toutes les thématiques que j'ai traitées depuis des années et des années sur la santé, sur la politique, sur l'économie, etc. Alors, on se retrouve aujourd'hui à Namur lors de la victoire des fourmis. Ouais. Pour vous, la partie sera gagnée. De quelle façon? Comment vous arriveriez à percevoir un petit peu les choses pour l'avenir? Ce que j'ai dit dans ma conférence d'hier soir, dans le cadre de ce congrès, c'est que j'avais été très inspiré par cette petite phrase d'Alain Damasio, qui est donc romancier, et puis il a plein d'autres casquettes, où il parlait de fractal révolutionnaire. Et pour moi, je partage tout à fait l'avis qu'il développait dans cette interview qu'il avait faite il y a quelques semaines de cela, où il disait « ce n'est pas une grosse révolution qui permettra de faire changer les choses de façon positive, c'est une révolution silencieuse dans le sens où ce que nous avons à faire maintenant, c'est que dans nos villages, dans nos communautés, dans nos quartiers, nous devons nous mettre au travail pour recréer un tissu social entre vaccinés et non vaccinés et un tissu social qui permette de retrouver des conditions dignes de vie en communauté. Que ce soit autour de projets de magasins biologiques, écologiques, que ce soit autour de l'autonomie énergétique d'un village ou d'un quartier ou des choses comme ça, enfin, peu importe, il y a énormément de choses à faire et toutes ces petites initiatives, à un moment donné, moi c'est ma conviction, vont trouver naturellement et de façon organique des connexions les unes avec les autres et à un moment donné ça va faire comme un maillage, ça va faire comme un filet qui fera que les projets de l'élite mondiale ne pourront plus s'installer parce qu'il y aura tellement de ces petites cellules de résilience et ces petites cellules de bienveillance que ils pourront toujours courir avec leur transhumanisme, avec leur monnaie numérique, etc. Eh bien, ils le feront entre eux peut-être, mais ce sera sans nous, quoi. Donc moi, c'est ça ma vision. C'est que il ne faut pas rêver à une grande révolution où on va aller renverser le pouvoir à l'Élysée ou au Parlement d'Ottawa, puisque moi je vis au Québec, etc. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment localement agir, mais tout en ayant une vision globale. Voilà. Bon, si on veut aller plus loin ou découvrir ce que vous faites, nous allons sur votre site Émergence Formation, Jean-Jacques Crèvecoeur. On arrive à vous trouver puisque vous proposez plusieurs formations pour se connecter à soi, sa mission de vie. Vous proposez d'autres formations pour que l'individu, puisque vous pensez que le changement, et je le partage, va venir de l'intérieur. Tout à fait. Donc soyons l'exemplarité et soyons nous-mêmes le monde que l'on veut voir autour de soi. C'est ça. Merci beaucoup. Exactement, et donc merci de m'avoir donné la parole et puis bonne continuation. Merci Jean-Jacques.